Bonsoir et bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 28 minutes samedi et son club international. Ce soir encore, ils nous viennent d'ailleurs. Ce sont nos correspondants de la presse étrangère et une dessinatrice triée sur le volet qui vont se pencher sur l'actualité de la semaine. Au menu ce soir, de nouvelles études alertent sur l'ampleur du réchauffement climatique. 1,4 degré de plus en moyenne en 2023 qu'à l'ère pré-industrielle selon l'Institut Copernicus. Et voilà que la Fédération internationale de football en rajoute en annonçant qu'en 2030, la Coupe du Monde se jouera sur 3 continents. En 2030, nous laisserons une marque mondiale unique. 3 continents, Afrique, Europe, Amérique du Sud. 6 pays. L'Argentine, le Maroc, le Paraguay, le Portugal, l'Espagne et l'Uruguay accueilleront et uniront le monde tout en célébrant ensemble le beau jeu. Alors comment inciter la population à limiter son empreinte carbone si les grands événements sportifs ne montrent pas l'exemple? Puis nous évoquerons ces scrutins qui marquent la progression de formations pro-russes dans l'Est de l'Europe. Le parti national-populiste l'emporte en Slovaquie et entend s'aligner sur la Hongrie de Viktor Orban, de quoi réjouir Vladimir Poutine. La politique pro-ukrainienne de l'Union européenne est-elle menacée? Nous irons également visiter le musée du Louvre avec Zelba, autrice de bande dessinée allemande, un Louvre un peu particulier où les statues de nus féminins se rebellent et se rhabillent parce qu'elles en ont assez de se faire plotter les fesses. L'album s'appelle Le Grand Incident et c'est franchement poilant. Et puis nous retrouverons en fin d'émission l'inimitable Alix Van P. Salut Alix. Salut Renaud. Alors c'est quoi le menu ce soir Alix? Eh bien ce soir je vais vous parler non pas de Tinder mais d'une autre application de rencontre américaine hautement technologique, peut-être un peu trop technologique, vous verrez. Eh bien on verra ça. À tout à l'heure Alix. C'est le Club international de 28 minutes samedi. Ça commence tout de suite. Valérie Brochard. C'est toujours moi. Quelle incroyable surprise. Non, je m'y attendais un petit peu et ça me réjouit. Ah, bienvenue à vous Valérie. Merci beaucoup. Et Jean-Mathieu Pernin, ça aussi c'est pas non plus une surprise. Bienvenue aussi Jean-Mathieu. Salut à tous les deux. Bonsoir à tous les trois, nos clubistes du samedi soir, Juan José Dorado. Buenas tardes. J'allais le dire. Buenas tardes, Juan José. Ravi de vous retrouver, correspondant espagnol à Paris, vous venez de le prouver. Et vous collaborez notamment au groupe de presse La Région. Et voilà. Bienvenue à vos côtés, Denis Strelkov. Добрый вечер. J'allais le dire aussi. Bref, bienvenue. Bienvenue Denis, journaliste de la rédaction russe de RFI. Et puis là-bas, je reconnais Ayşegul Sert. Salut Ayşegul. Bonsoir. Oui, c'est vous, je vous vois. Journaliste turco-américaine et enseignante à Sciences Po. Bienvenue Ayşegul. Et au pupitre, nous retrouvons Dorte Landschulz. Bonsoir Dorte, willkommen. Dessinatrice à l'hebdomadaire allemand Stern. Vous êtes membre aussi de l'association de dessinateurs de presse Cartooning for Peace. Bienvenue à tous. Tout de suite, nous allons commencer, Valérie, avec la première actualité de la semaine. Eh bien, ce sont ces scrutins en Europe qui consacrent la progression de partis pro-Poutine. Et oui, Renaud, regardez. En Pologne, le Parti national conservateur en campagne pour les élections législatives à venir dans 8 jours vient d'annoncer officiellement son refus de soutenir l'Ukraine. La Hongrie de Viktor Orban a posé son veto lors de la réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui se tenait cette semaine pour débloquer un programme d'assistance militaire de 500 millions d'euros à destination de Kiev. Et puis, du côté de la Slovaquie, eh bien, les élections législatives du week-end dernier ont été remportées par un candidat ouvertement pro-russe que je vous propose d'écouter. Nous ne changeons pas d'avis. Nous sommes prêts à fournir une aide humanitaire et à contribuer à la reconstruction du pays, mais vous connaissez notre opinion sur l'armement de l'Ukraine. La Slovaquie et les Slovaques ont des problèmes plus importants que l'Ukraine. Alors, je voulais vous poser la question, Denis Strelkov. Est-ce que la Russie est en train de gagner tacitement des pays des soutiens en Europe? Je pense que c'était déjà le cas bien avant même le début de la guerre en Ukraine, car il faut bien comprendre que cette agression russe qui s'est passée le 24 février 2022, elle était bien préparée au début, quand on a parlé également des différents soutiens que la Russie a obtenus au sein de la France, notamment au sein de l'Allemagne, y compris avec aussi les partis de l'extrême droite qui étaient pro-Poutine au bout d'un moment. Donc, c'est aussi un peu le jeu de communication en quelque sorte. Donc, bien évidemment, on peut dire que ces dernières victoires, notamment en Slovaquie, peuvent provoquer un certain effet de communication, peuvent provoquer aussi un certain effet à l'Ukraine également. Donc, on peut bien dire que Vladimir Zelensky ne va pas être content avec cette décision du peuple slovaque. Mais par contre, il faut bien aussi nuancer que ce ne va pas avoir un effet immédiat sur le soutien à l'Europe, car on a eu qu'un
en Hongrie. Viktor Orban était au pouvoir bien avant aussi le début de la guerre en Ukraine. Et pour l'instant, on voit bien que toutes les sanctions contre, il y a déjà 11 paquets de sanctions, passent au sein de l'Union européenne. Aïcha Goulsert, effectivement, Vladimir Poutine avait certains soutiens dans certains pays, dans des partis notamment d'extrême droite. Mais ce qui est nouveau là, c'est que certains de ces partis accèdent au pouvoir, notamment en Slovaquie par exemple. C'est ça qui peut changer la donne sur le soutien à l'Ukraine de la part de l'Union européenne ? Ce qui est très intéressant, c'est que je pense que des pays comme la Pologne et la Slovaquie déjà soutenaient plutôt en geste qu'en acte la Russie, c'est-à-dire en essayant de bloquer depuis plusieurs mois les aides en utilisant comme négociation, ce que la Pologne a beaucoup fait, et aussi ce que Orban fait depuis des mois. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas le gouvernement là slovaque qui va venir ou bien les élections bientôt en Pologne. Ce qui m'inquiète, c'est vraiment les élections aux États-Unis. Parce que si les États-Unis, en plus de cela, si c'est un Donald Trump qui gagne, retire sa main forte des aides, je pense que ce qu'on voit dans les Balkans et même pour pousser dans les Caucases, ça va vraiment affaiblir l'Ukraine. Oui, mais René Dorado, quand on voit ça, ces personnes, Robert Fico, Viktor Orban, ou là on parlait de Donald Trump, qui a été déjà élu, ce sont des gens en effet élus. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un déficit de soutien de l'Ukraine auprès des populations en fait européennes. Il y a un déficit, d'autant plus que, si vous vous souvenez, il y a à peine 48 heures, à Grenade, l'Espagne disait qu'elle voulait être le pays qui va être à la tête, justement, de la défense de l'Ukraine. Parce que, justement, il commence à avoir des fissures à l'intérieur de l'Union européenne. Il y a forcément les partis populistes ou l'extrême droite qui sont pro-russes, d'accord, mais même dans des gouvernements de gauche, je pense notamment à l'Espagne, où une partie de gouvernement des coalitions est contre, justement, une forme de lassitude. Voilà, il y a une lassitude et ils sont contre l'envoi d'armes du côté de l'Ukraine. Donc effectivement, aujourd'hui, avec les élections européennes qui vont se rapprocher, donc en juin 2024, on va se poser beaucoup de questions dès que le nouveau Parlement sera conformé, parce qu'on verra effectivement si la politique envers l'Ukraine va ou pas changer. Est-ce que vous pensez, Denis Strelkov, que ça peut faire tache d'huile? Est-ce qu'on va bientôt avoir d'autres pays encore qui vont tout simplement annoncer leur soutien à la Russie? Je pense que déjà, ces partis-là dont vous avez parlé, ils n'ont pas annoncé leur soutien à la Russie. Ils ont plutôt dit qu'on ne peut pas soutenir l'Ukraine de manière militaire. Mais ce qui va se passer dans les prochains mois, c'est on va regarder plutôt les côtés économiques. Car bien sûr, la guerre sur le terrain, ça continue. Mais aussi tout ce qui est la guerre des céréales. Et je vous rappelle que la Pologne va se tourner aussi un peu vers la Russie parce qu'effectivement, il y a les céréales qui ne sont pas importées vers l'Afrique, vers d'autres pays qui sont placés sur le marché polonais malgré des interdictions. Et c'est ça qui fait aussi réagir en Pologne. C'est-à-dire qu'officiellement, ces gouvernements condamnent l'agression russe, mais pour autant, ils ne veulent pas prendre de mesures de soutien à l'Ukraine qui pénaliseraient leur propre population. C'est ça l'enjeu, Aïcha Goulsert. Oui, c'est ça. Et aussi, il ne faut pas oublier que les 27 de l'Union européenne avaient, avant l'Ukraine, déjà beaucoup de points de désaccord, que Orban, ça fait des années qu'il est en train de créer un petit peu les fissures, qu'en un sens, je trouve que dans ces pays, que ce soit la Slovaquie, la Pologne, peut-être que c'est facile à dire, mais qu'il y a ça vient de son histoire quand même avec l'URSS, c'est-à-dire que c'est habitué à cet autoritarisme. Donc se délaisser, se détacher de la figure de l'homme fort que Poutine représente en dehors de cela et que ces hommes politiques représentent, c'est vraiment difficile. Et on le voit, la propagande du Kremlin trouve donc quelques échos en Europe, n'est-ce pas, Dorte? Absolument. Tout ça, c'est la faute de l'OTAN. Il y a des nazis en Ukraine. Paul, il veut des cacahuètes. Bisous, bisous. Tu regardes toujours Russia Today quand je ne suis pas là. Merci Dorte, les cacahuètes aussi, c'est sur Russia Today. Merci Dorte. Valérie, c'est l'heure maintenant d'aller rendre visite à nos chers voisins européens. Ce soir, on écrase sa clope et on monte dans l'Eurostar pour Londres. Absolument. Vous imaginez sur ce plateau Winston Churchill sans son barreau de chaise entre les dents, lui qui déclarait « fumer le cigare, c'est comme tomber amoureux ». D'abord, on est attiré par la forme, on reste pour la saveur et on doit toujours se souvenir de ne jamais laisser la flamme s'éteindre. Eh bien, pour Rishi Sunak, ça marche aussi, mais plutôt avec les bougies parfumées. Pour l'actuel Premier ministre anglais, le tabac, c'est tabou et il compte en venir à bout avec cette toute nouvelle mesure annoncée cette semaine. Il propose d'augmenter l'âge légal pour acheter des cigarettes d'1 an chaque année et ainsi progressivement engendrer au Royaume-Uni la première génération sans tabac. Alors un calcul qui n'enchante pas vraiment les défenseurs des fumeurs. On les écoute.
Dans une décennie, nous allons nous retrouver dans une situation ridicule où un jeune de 29 ans ne pourra pas acheter légalement des cigarettes, alors qu'un jeune de 30 ans pourra le faire. Cela va pousser les gens à se tourner vers le marché noir, et les seules personnes qui en bénéficieront seront les gangs criminels heureux de vendre des cigarettes à des enfants. Mais c'est justement pour éviter que des enfants, que les jeunes Anglais s'intéressent à la cigarette, que le gouvernement britannique veut durcir sa législation. Une consultation sera également lancée sur le vapotage, dont la pratique a augmenté de 50% chez les Britanniques de 11 à 17 ans depuis 2021. Rappelons que le tabagisme est la principale cause de mortalité évitable au Royaume-Uni, comme partout ailleurs dans le monde. Le tabac tue 8 millions de personnes chaque année sur la planète. C'est pourquoi les politiques de restriction se multiplient. Dans son plan pour vaincre le cancer, la Commission européenne annonçait en février 2021 son rêve d'une Europe sans fumée pour l'année 2040. Eh bien, figurez-vous que la Suède est déjà très en avance puisqu'elle a un taux de prévalence tabagique de 5,6%. C'est-à-dire que 5,6% seulement des Suédois déclarent fumer quotidiennement. Des résultats obtenus grâce à des alternatives comme le tabac à chiquer. Ça s'appelle le snus, interdit partout en Europe depuis 1992, sauf en Suède, qui considère sa consommation comme traditionnelle. Alors, ça ne fait pas des belles dents, mais ça évite le cancer. Mais évidemment, ce sont surtout les interdictions qui ont produit de tels résultats. Depuis le 1er août 2019, il est interdit en Suède de fumer même la cigarette électronique dans les lieux extérieurs comme les abribus, les marchés, les aires de jeu et même sur certaines plages. Je me demandais si ça ne vous rappelait pas quelque chose, Juan José Dorado. Il s'avère qu'en Espagne aussi, il y a des villes qui ont interdit de fumer sur les plages. Et bref, plus généralement, est-ce qu'il faut suivre la voie du Royaume-Uni et être beaucoup plus restrictif ? On est déjà restrictif depuis des dizaines d'années, que ce soit en Espagne ou dans d'autres pays. C'est vrai que dernièrement, on s'intéresse au vapotage, notamment, vous avez raison, parce que ça a conquis une grosse partie des jeunes. Mais le fait, il y a quelques années, d'interdire des fumées dans les terrasses des restaurants, pas uniquement qu'à l'intérieur, dans les terrasses, le fait de les sortir aussi dans les plages a causé beaucoup de problèmes à beaucoup de municipalités. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a toute une partie de la population qui était fumeuse et qui a arrêté de fumer. Et donc, il faut éduquer les jeunes, et c'est vrai que peut-être il faut des mesures très restrictives pour que ces jeunes arrêtent de fumer, ou mieux, ne commencent jamais à fumer. Alors ça, c'est l'éducation, mais Achille Goulsert, est-ce que la prohibition, l'interdiction pure et simple, ça peut marcher, ou est-ce que ça peut avoir des effets pervers aussi, c'est-à-dire alimenter une forme de trafic, de marché noir ? Moi, je suis contre toute interdiction, surtout quand ça vient de la part d'un gouvernement qui dit à un citoyen ce qu'il doit boire ou ne pas boire, fumer ou ne pas fumer. Autant je peux comprendre dans des endroits publics, comme vous disiez, les restaurants, ou le fait de, écoutez, ça dérange les autres. Mais moi, j'étais en début d'année, pendant plusieurs semaines à New York, pendant qu'il y a des pays comme les États-Unis qui sont en train de décriminaliser. Je l'ai dit. Oui. Par exemple, le marijuana. Oui. Là, le Royaume-Uni, surtout que Rishi Sunak, il a des choses beaucoup plus importantes à gérer que ça, je pense. Il est en train de ramener un sujet qui, bien sûr, vous interdisez quelque chose, ça trouve une autre voie pour venir. En tout cas, évidemment, il y a bien sûr, avant l'interdiction, d'autres perspectives pour résoudre le problème du tabac. N'est-ce pas, Dorte ? Absolument. Interdiction totale du tabac. Heureusement que je serais mort avant. Merci. Merci, Dorte. C'est l'heure maintenant de retrouver notre ami Olivier Boucreux et son employé de la semaine. Ce soir, on part aux États-Unis pour découvrir une employée ô combien méritante et à ce titre récompensée. Une chercheuse née en Hongrie et nouvelle prix Nobel de médecine, Katalin Karikó. Nous sommes tous des employés, mais celle de la semaine est prix Nobel et mérite tous les honneurs. I knew that what I was doing is important and didn't expect anybody to tap my shoulder, praising me for my work. Katalin Karikó, biochimiste hongroise, vice-présidente de l'entreprise allemande BioNTech et prof à l'université. Son truc à elle, c'est l'acide ribonucléique vitrotranscrit pour les thérapies protéiques, en 2 mots, l'ARN messager. Signe particulier des lunettes hexagonales qui lui donnent des faux airs de Mrs. Doubtfire. Fait d'armes les 95% d'efficacité de son vaccin, prêt au moment de la pandémie grâce à 20 ans de recherche acharnée. Pour fêter ça, elle a mangé un Goobers, un cookie au chocolat et au beurre de cacahuète.
Récompense une quinzaine, toutes cumulées sur les 4 dernières années, jusqu'à ce fameux prix Nobel de médecine 2023. Avant cela, son CV n'a rien d'un long fleuve tranquille, plutôt un parcours de la combattante, de la Hongrie aux États-Unis, sans beaucoup de soutien des institutions. L'archétype de la scientifique qui lutte et qui chute, dit-elle. Sa mission simple, basique, soigner les gens. One day, in your freezer refrigerator, you will have all kind of mRNA, and then you burn your hand cooking, and you just take out the next RNA, which will accelerate healing. Flashback, une petite ville hongroise, une seule pièce pour 4, un poêle à bois, pas d'eau courante, des cochons, des poulets, mais une enfance heureuse entre une mère comptable et un père boucher. I learned from my parents that hard work is part of life, and I learned how to make sausage. Modèle Hans Selye, scientifique canadien d'origine hongroise et inventeur de la notion de stress. La gymnastique de l'esprit ne suffit pas à Katalin Karikó. Si elle n'a pas plusieurs médailles d'aviron comme sa fille, elle rame quand même et fait son footing chaque matin. Rame, Katalin rame. Et finalement, pourquoi elle? Parce que le Covid ne lui dit pas merci, mais nous, oui. Et merci à vous, Olivier Boucreux. Alors, Denis Strelkov, ce prix Nobel pour les vaccins ARN messagers, c'est aussi une défaite de plus pour tous les conspirationnistes qu'on a vus surgir dénonçant l'ARN messager au moment de la crise du Covid? Oui, effectivement, on s'attendait un tout petit peu, mais quand même, il faut bien dire que ça ne va pas forcément convaincre tous ceux qui ont été contre les vaccins. On a bien vu que même avec les succès qui est absolument formidable pendant l'épidémie de Covid, donc effectivement, les vaccins, il a permis de surmonter cette crise. On a vu qu'il y a toujours des gens qui se refusent de se faire vacciner, donc il ne faut pas penser qu'il y aura des avancées scientifiques qui vont agir sur le cerveau. Il y en a certains, même sûrement dans ces milieux-là, qui vont penser que c'est la preuve que les jurés du prix Nobel font partie du complot. N'est-ce pas, Ayesha Gulsert? Je sais pas. Non, mais moi, ce que je trouve incroyable, c'est déjà que ce soit une femme qui a que plus ou moins 60 et quelques années, donc qui est considérée jeune pour ses prix scientifiques, généralement. C'est jeune en général, d'ailleurs. Voilà. Deuxièmement, je trouve aussi vachement intéressant que, enfin, que ça fait des années quand même. Et ce prix Nobel qu'elle a eu, c'est sur les épaules de beaucoup plus d'autres chercheurs. C'est-à-dire que c'est depuis les années 90 qu'on est en train de travailler sur ARN. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est elle en photo, Drew à côté, mais il y en a d'autres à côté derrière. Merci Ayesha Gulsert. Et puis le prix Nobel, c'est bien beau, mais il n'y a pas que ça comme prix, hein, n'est-ce pas, Dorte? Non, il y a aussi un prix pour le pauvre docteur Raoult. Didier Raoult, récompensé du prix Nobel de médecine alternative. Et merci à la hydroxychloroquine qui m'a toujours soutenue. Oh, c'est dur. Merci, bravo Dorte, merci. C'est l'heure maintenant de la une hexagonale. C'était hier, la une du quotidien Le Monde. Macron veut élargir le champ du référendum. À l'occasion d'un discours célébrant le 65e anniversaire de la Ve République, Emmanuel Macron a donc annoncé son intention de réformer la Constitution pour autoriser la convocation de référendums sur de nouveaux thèmes, notamment des sujets de société. Le chef de l'État n'a pas précisé lesquels, mais la droite et l'extrême droite réclament un référendum sur l'immigration. Alors, est-ce que consulter plus souvent les électeurs par référendum, c'est forcément une bonne solution pour soigner la crise démocratique, Juan José Dorado? Non, ce n'est pas une bonne solution parce que tous les politiques, quand ils font recours au référendum, au moins de paroles, c'est juste pour essayer d'éviter des problèmes qui s'approchent trop près. Mais la réalité, c'est que les référendums dans les pays démocratiques en Europe, hormis la Suisse, bien entendu, les votations cette votation suisse, elles ne font pas l'unanimité dans tous les pays. Alors en France, on en a eu quelques-uns, encore moins du côté espagnol depuis France, la démocratie. depuis le début de la Ve République. Hein. Voilà, mais vous parlez depuis 58. L'Espagne, depuis 78, on n'a eu que 2, donc, voire 3. Donc ça s'arrête là. Tout le monde dit qu'on peut voter, aller vers la population, mais le fait est que souvent les populations votent autre chose qu'à la question que leur répond. C'est ça, chez vous, ça fait peur, en fait, le référendum, aux politiques, aux gouvernants? Nous, on n'en a pas eu en France depuis 2005, depuis la Constitution européenne. Donc c'est pour ça que ça fait peur. Moi, je trouve vraiment ironique que ces propos viennent de la part de M. Emmanuel Macron, qui déjà les a dit en 2019, donc il tente à nouveau.
C'est-à-dire que voici un dirigeant qui, normalement, n'écoute pas ce que le peuple dit. Que ça soit pour la question des retraites, que ça soit pour la question des gilets jaunes qu'il y a eu, et même de la convention citoyenne et des décisions qu'il a prises, il a fait comme s'il n'entendait pas. Donc maintenant, il dit, faisons un référendum, parce que moi, ce que le peuple pense vraiment, j'y compte, c'est vraiment la démocratie. Deuxièmement, je pense à mon pays, la Turquie, où en 2016, un Erdogan, je ne les compare pas, il y a quand même beaucoup de différences, a fait un référendum, et c'est comme ça qu'il a gagné beaucoup plus de pouvoir afin d'être un super président. Et il ne faut pas oublier que la même année, 2016, c'est quand même l'année où le Royaume-Uni a quitté avec un référendum l'Union européenne. Donc ça n'apporte pas toujours la démocratie. Eh ben justement, vous l'évoquiez à l'instant, Esché Goulsert, ce référendum au Royaume-Uni lors du Brexit a laissé des traces, n'est-ce pas, Dorte ? Oui, je pensais donc au Brexit. Gare au référendum, on a été tellement cons. Merci Dorte. Valérie, voici donc une autre actualité cette semaine. Une nouvelle étude illustre l'ampleur de la crise climatique. Et voilà que la même semaine, on apprend que la Coupe du monde de football en 2030 se jouera sur 3 continents. Absolument, la compétition se déroulera au Maroc, mais aussi au Portugal, en Espagne, en Argentine, en Uruguay et au Paraguay. La Coupe du monde n'a jamais aussi bien porté son nom. Alors l'histoire est belle, mais pour se rendre d'un pays à l'autre, surtout d'un stade à l'autre, les équipes, mais aussi les supporters vont devoir parcourir plus de 10 000 kilomètres en avion, évidemment, alors que la planète subit une anomalie climatique d'1,4 degré de plus par rapport à l'ère pré-industrielle. Alors que la Coupe du monde au Qatar et ses stades climatisés avaient été largement décriés, on poursuit les aberrations écologiques avec cette attribution pour 2030. On parle même de l'Arabie Saoudite pour 2034. Juan José Dorado, est-ce que le foot s'en fout du climat ? Le foot s'en fout complètement. Et pas que le foot. Parce que vous regardez aussi comment ça se passe au niveau du Comité olympique international et vous voyez la même chose. En fait, vous avez remplacé la compétition et les sports par la cupidité et les bénéfices. C'est la réalité. Et effectivement, il y a 10 000 kilomètres entre les stades à Buenos Aires et le stade du côté de Barcelone. Alors imaginez effectivement les milliers des supporters qui vont devoir traverser l'Atlantique pour venir en Espagne, Portugal, voir le Maroc. Aujourd'hui, les sports, que ce soit au niveau du foot ou au niveau du Comité olympique international, c'est une question de sous, c'est une question d'argent, c'est une question de pouvoir. Denis Strelkov, mais est-ce que c'est vraiment si important que ça, ces grands événements internationaux et notamment sportifs, quand on regarde par exemple qu'en France, au premier semestre 2023, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de plus de 4%, et c'est essentiellement grâce au mode de production qui commence à changer, c'est-à-dire que l'industrie commence à s'adapter. Est-ce que ces grands événements, qu'ils soient sportifs ou autres, pèsent autant au regard de l'enjeu, et on voit que c'est plus peut-être nos modes de production qu'il faut changer ? Écoutez, quand on regarde les statistiques, il faut bien dire que oui, effectivement, même quand on parle de cette Coupe du Monde qui va se tenir sur 3 continents, il faut bien le rappeler que les avions, par exemple, ils ne sont pas pour autant écologiques pour l'instant. Il y a très peu de chances qu'ils le seront avant 2030, et même ces 4% dont vous avez parlé, effectivement, c'est beaucoup, mais ce n'est pas assez pour atteindre les objectifs. Le trafic aérien continue d'augmenter, vous avez raison, en plus en 2023, et on réussit quand même à baisser nos gaz à effet de serre parce que justement, on met l'accent plus sur le changement des modes de production ou de consommation. Oui, ça ne veut pas dire qu'il faut que le sport soit lui aussi durable, car quand on regarde, je fais une petite parenthèse, quand on regarde l'activité du FIFA, et il fait bien le scandale assez souvent, entre la Russie, le Qatar et maintenant ces 3 pays, mais quand on regarde même les Jeux Olympiques qui vont se tenir à Paris, il y a aussi beaucoup d'enjeux là-dessus, car effectivement, il y aura plus de gens qui vont voyager, il y aura plus de gaz à l'effet de serre, et même si on regarde au niveau de l'écologie locale, par exemple, quand on compare ça avec les Jeux Olympiques à Rio de Janeiro, c'était une catastrophe totale. À Sochi, c'était aussi un impact écologique important. Donc il faut faire tout pour qu'effectivement, ça soit un exemple. C'est peut-être un exemple, mais est-ce qu'à un moment, ça ne peut pas être aussi une parenthèse ? C'est vrai, on dit souvent, en effet, les grands événements, par exemple, que ce soit le Festival de Cannes, en effet, que ce soit la Coupe du Monde, là, est-ce que ça ne peut pas être une parenthèse ? Parce qu'on sait que ça va durer quand même que 2 semaines, et ce n'est pas ça qui va avoir un impact durable sur le réchauffement climatique. Je pense que là où on en est, on ne peut plus se permettre d'avoir des moments de parenthèse. Plus aucun grand événement festif. Non.
plus de moments de parenthèse comme ça. C'est-à-dire que je pense qu'on doit repenser, on est en train de repenser tout. Comment on mange, comment on fait les transports. Pourquoi? Moi qui adore le foot, c'est mon sang turc. Je ne vais pas vous dire qu'il ne doit pas y avoir un mondial. Mais je pense qu'il faut qu'on le repense. Et vraiment, je ne sais pas ce qu'ils mangent, ce qu'ils pensent, ceux qui sont à la tête de la FIFA. Et vous avez des inondations. Quand même, on a eu un 2023 qui était la plus chaude de l'histoire. On est tous, il n'y a pas un pays qui n'est pas touché par tous ces changements climatiques. Et ils disent, c'est pas la peine, c'est pas grave. Pendant 2 semaines, on va continuer à aller à 3 continents, 6 pays, parce que voilà, le sport c'est important. Le sport c'est important pour les messages qu'il donne, de solidarité, d'entre-communication et de valeurs communes. Où est la valeur pour l'autre si vous ne donnez aucune valeur à l'écosystème qui est supposé être notre maison commune? André Dorando, c'est important, certes, mais est-ce que ce n'est pas, encore une fois, un symbole au regard d'autres chantiers beaucoup plus urgents pour lutter contre le réchauffement climatique? Quand vous entendez la FIFA, c'est un symbole d'aller sur 3 continents parce que c'est le centenaire de la Coupe du Monde du football. Donc, mais c'est vrai, comme disait ma confrère, qu'on ne peut pas faire de parenthèse aujourd'hui. On le voit, il y a quelques jours aussi, le pape qui a sorti donc un texte sur le changement climatique et le besoin justement de faire des efforts. Aujourd'hui, FIFA, UEFA, les Jeux Olympiques avec le comité olympique. Le pape qui est venu en avion de Rome à Marseille. Voilà, c'est vrai aussi, vous avez tout à fait raison. Mais c'est vrai qu'il faut faire des efforts et un certain nombre des dirigeants et des instances internationales apparemment n'écoutent pas ce qui se dit ailleurs. Alors, on n'écoute pas ce qui se dit ailleurs, surtout dans le monde du foot, n'est-ce pas, Dorteux? Oui, c'est déjà l'hiver, c'est le mondial de foot. Merci, Dorteux. Jean-Mathieu, vous avez encore passé toute la semaine à regarder la télé. Ah oui, quel beau métier. C'est donc la télé des autres que vous regardez. Cette semaine, vous avez regardé la télé américaine, et pas n'importe quelle chaîne, CNN, la pionnière des chaînes d'infos, une chaîne extrêmement rigoureuse, mais qui fait aussi dans les films catastrophes. Et oui, ça gratte, ça pique, ça psychose. Tout le monde est persuadé d'en avoir eu une énorme dans son salon. Elles, ce sont bien sûr les punaises de lit qui occupent toutes nos conversations et obsèdent également à l'étranger, comme sur CNN cette semaine. France is sounding the alarm as a widespread bed bug outbreak sweeps through Paris. The pests have been spotted at places like movie theaters and even on public transportation. And it comes just as the French capital is preparing to host next year's Summer Olympics. Voilà, un reportage qui prend un peu d'avance sur Halloween, en poussant les curseurs de l'horreur assez loin, en évoquant une invasion massive dans les transports, les cinémas et même à Roissy-Charles de Gaulle. Alors la direction de l'aéroport a beau avoir déclaré qu'aucune punaise de lit n'avait été retrouvée sur place, la possibilité est tout de même évoquée. Mais le pire, selon le reportage, étant dans les trains, on y trouverait carrément des nids. French officials say that bedbugs have infested Paris's transport networks and the wider city. Alors c'est là où c'est intéressant, ce que vous avez vu, on est passé d'un siège SNCF au sommier d'un lit. Voilà, sans aucun rapport, ça n'empêche, sans préciser, ce sont 2 environnements différents, qu'importe. Les Parisiens font face, malgré le traumatisme, comme l'indiquent les différents témoignages récoltés par CNN. Un vendeur de désinfectants évoque même des dépressions à ce sujet. Mais dans une dépression, on a eu des... We've had customers calling us up crying, desperate for a solution, and it's very, very costly. When you have to throw away all of your bedding, when you have to undergo works in your apartment, and so you get into a sort of paranoia. Voilà, Paris punaisé, mais Paris ne cède pas. Non, jamais, car l'ensemble du reportage tient sur une question, on l'a vu depuis le début, c'est la capitale française pourra-t-elle organiser, bien sûr, les Jeux Olympiques dans un an, alors que les punaises de lit sont partout. An irritating problem. But not one, say French officials, that should pose a threat to the upcoming Olympics. Their plan, to stop the bedbugs biting as soon as they can. Voilà, la menace de l'insecte ne passera pas. Cette situation est regardée de près aux États-Unis, et notamment, bien sûr, par les Late Show. Ainsi, cette semaine, Jimmy Fallon, présentateur star outre-Atlantique, s'est beaucoup amusé des punaises de lit, avec son imitation assez juste, mais quand même particulière, d'Emmanuel Macron. It is me. There are bugs in Paris that are bigger than fleas and they make you itchy. They could be in your sheets, so check underneath. And if it were me, I wouldn't do Airbnb.
Voilà, les punaises de lit sont devenues les meilleures ambassadrices de la France de par le monde. Le pays est scruté par toutes les rédactions. Pas de panique. Hein. Rappelons quand même que ces punaises peuvent être éradiquées. Bon, c'est un peu bizarre parce que depuis le début de cette chronique, ça me rate. C'est vrai. Un peu partout. Juste, alors c'est vrai que tout est maintenant ramené aux Jeux Olympiques. On le voit, hein, que ce soit les punaises de lit, on a parlé des émeutes. Mais Denis Strelkov, je crois même que la propagande du Kremlin se sert des punaises de lit aujourd'hui à Paris contre justement l'Occident. En fait. Oui, effectivement, quand on voit des publications sur les réseaux sociaux qui sont publiées par les réseaux proches du Kremlin, on voit souvent des différentes images prises de la presse en France. Sauf que là, le texte est modifié et on dit que c'est faute aux réfugiés ukrainiens qui ont effectivement amené des punaises de lit à Paris, même si la guerre quand même dure depuis assez longtemps. Juste pour un peu revenir sur ce qu'on venait de voir sur CNN, je me souviens très bien qu'il y a quelques années, les journalistes américains sont venus pendant les Gilets jaunes, pendant les cris des Gilets jaunes, avec des gilets pare-balles à l'aéroport de Charles de Gaulle. Et là, ça fait aussi réagir. Donc la presse américaine a parfois cette tendance de dramatiser les situations. Alors en tant que presse américaine, je me dois de répondre. Comme je n'ai pas de gilet de pare-balles ce soir, comme vous pouvez le voir. Oui, c'est vrai qu'il y a une caractérisation. C'est vrai que Fox News, par exemple, en 2015, quand il y a eu les attentats, il y avait les no-go zones qu'ils avaient fait exactement comme CNN. Le New York Times, cette semaine, a passé un long papier sur ce sujet. Mais il ne faut pas oublier qu'ayant vécu aux États-Unis... Vous parlez de Fox News, là c'est CNN. Oui, mais bon, ça reste la presse américaine, que ce soit droite, gauche, démocrate, républicain. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ayant vécu à New York pendant plusieurs années, New York, c'est quand même le paradis, en un sens, des punaises de lit, on n'en parle pas. En France, quand même, moi je me souviens... C'était le cas il y a 10 ans. Elles ont été éradiquées. Oui, tout à fait. Ça revient souvent. Chicago, c'est pareil. Il y a 3 ans, on en parlait en France à nouveau. Et il n'y a pas que la propagande russe qui parle des migrants au sujet qui ont ramené les punaises de lit. Il y a aussi, il faut le dire, cette semaine je l'ai vu et j'étais choquée, des politiques français de LR qui aussi faisaient le lien. Olivier Marleix, le président du groupe LR. Assez et pourtant, ça reste des réfugiés, cher Denis. Et pourtant, il y aurait moyen de s'entendre finalement, Dorthe. Oui, mais c'est comme avec le Covid. Punaise de lit, apprenez à vivre avec. Bonne nuit, tout simplement. Merci pour cet appel au dialogue, Dorthe. C'est maintenant l'heure d'accueillir notre invitée du samedi, Zelba. Zelba est allemande, illustratrice, autrice de bande dessinée. Bienvenue à vous, installez-vous. Et dans votre album que voici, Le Grand Incident, paru chez Futuropolis, une coédition Futuropolis, le Louvre Édition, eh bien vous racontez une révolte, et pas n'importe quelle révolte, la révolte des statues de nus féminins au musée du Louvre qui se rhabillent parce qu'en clair, elles en ont marre de subir des mains aux fesses. Et d'ailleurs, même vous inversez les rôles puisque ce sont les visiteurs masculins qui se retrouvent à poil en train de déambuler entre les sculptures. Alors Zelba, comment vous est venue cette idée du grand incident? Quelle est la genèse de cette histoire? Alors d'abord, je dis hallo et guten Abend. À toutes et tous. Je profite pour parler un peu allemand. Ouais, vous avez raison. Alors cette histoire du grand incident m'est venue tout simplement parce que je trouve que la place de la femme dans la société, il y a encore des progrès à faire. Le harcèlement de rue est toujours quelque chose qui est malheureusement, qui ne progresse pas bien. Et quand j'ai eu cette belle invitation par Futuropolis de rentrer dans la collection Louvre, eh bien, je me suis dit c'est peut-être un bon angle. Parce que ça vous a frappé, en fait, quand vous êtes allé au Louvre, vous avez dit... Ça vous a frappé? Il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. C'est qu'en 230 ans d'histoire du Louvre, il n'y a jamais eu de femmes à la tête du Louvre, donc toujours que des hommes. Donc il y a aussi, donc j'essaye de parler aussi de ce plafond de verre qui existe encore pour les femmes très souvent, de cette invisibilisation aussi des artistes femmes au Louvre. Et donc la nudité, eh bien, on voit aujourd'hui qu'il y a un problème avec la sexualisation du corps féminin, de la nudité féminine. Et quand on va au Louvre, des femmes à poil, il y en a partout dans les œuvres. Mais il y a aussi des nus masculins, il y a aussi des sculptures de nus masculins. Donc quelle est la différence? Alors c'est pas du tout la même chose, parce que le nu masculin, il est souvent là pour montrer la force virile de l'homme quand même. Qui peut même se battre sans armure et tout nu. Il y en a des hommes tout nus, j'en ai vu. Oh, il y en a. Oui, aussi, voilà. Mais c'est voilà, et la femme nue, elle est très souvent
abonnés à des poses de soumission, d'humiliation, d'attouchement non consenti, etc. Donc voilà. Vous définissez votre BD comme anti-patriarcale. Est-ce que ça veut dire que vous faites la guerre aux hommes à travers cette BD? Non, je tape que sur ceux qui méritent. Normalement, alors je le dis souvent, je ne suis pas misandre, je n'ai pas envie de mettre tous les hommes dans le même sac. Mais force est de constater que ce système qui met toujours plus d'importance sur l'homme, c'est pas ce système-là. Est-ce que vous pensez que les visiteurs, quand ils viennent au Louvre, quand ils voient ces statues, en effet, de femmes nues, ils y pensent à ça? Ou alors, derrière, voilà, ils se disent, tiens, c'est juste une œuvre d'art, où ils pensent justement à ces statues soumises, de femmes soumises? Non, je pense que... Et moi, je m'inclus là-dedans. Hein, je ne me suis pas du tout posé ces questions-là il y a 10 ans, par exemple. Ouais. Moi, j'ai fait des études aussi d'histoire de l'art, etc., dans mes études. Ça ne m'a jamais trop frappée parce que ça nous a toujours été vendu comme quelque chose de normal. Et je pense que depuis MeToo, je me suis posé beaucoup plus de questions et je me suis dit, c'est vrai qu'en fait, on accepte beaucoup de choses depuis longtemps. Et justement, vous parlez de MeToo, donc voilà, pour mener aussi ce combat à bien, vous dites que le rire et la caricature, c'est peut-être les meilleures armes, c'est ça? Je pense, j'ai utilisé l'humour pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est une invitation au Louvre et je n'avais pas du tout envie de taper sur le Louvre. Enfin, c'est pas la faute du Louvre. Qui de surcroît coédite la bande dessinée. Ils ont plutôt bien pris. Ils ont de l'humour finalement, visiblement, au musée du Louvre. Oui. Heureusement. Non, mais je me suis dit, ça apporte déjà un petit décalage. Au propos, je ne voulais pas quelque chose d'agressif. J'aime bien militer, mais avec un peu de tendresse aussi. Et avec le sourire, ça passe mieux et ça... C'est une farce, de fait, c'est une farce, c'est burlesque, parce qu'on ne peut pas faire autrement, on ne va pas rhabiller les statues féminines du Louvre. Il ne faut surtout pas cacher la nudité. Il faut apprendre à les regarder autrement, c'est ça ce que vous voulez dire? Changer la grille de lecture. Voilà. Par contre, d'après vous, est-ce qu'il faudrait, comme dans votre bande dessinée, que les visiteurs hommes soient nus? Mais c'est prévu. Alors, à partir de 2024, le Louvre sera naturiste pour les hommes. D'accord, en permanence ou pas? Non, c'est pour ça. Ah d'accord. Je rigole. Non. On parlait beaucoup de la collaboration justement avec le Louvre. Est-ce qu'il y a un comité d'historiens, de chercheurs qui vous ont peut-être freiné dans certains de vos dessins ou qui... Non, je ne sais pas. Comment ça s'est passé justement cet échange? Alors, c'est une carte blanche. Déjà, c'est pas une commande institutionnelle. Donc, je raconte ce que je veux. Je viens avec mon histoire, ce que j'ai dans le ventre. Et j'ai travaillé avec un éditeur au Louvre, Fabrice Douard, qui m'a d'ailleurs écrit une très belle postface sur le nu dans l'art. Et non, bien sûr que j'ai... Ah non, c'est pas censuré du tout. Un grand merci Zelba, c'est effectivement très drôle. En plus, il faut lire Le Grand Incident, coédité donc par Futuropolis et par le Louvre Éditions. Et puis il faut inviter évidemment tous nos téléspectateurs à se rendre au Louvre, mais en restant habillés pour l'instant, parce que pour l'instant nus ils rentreront pas encore, mais on attend la réforme que vous préconisiez. Vous n'allez pas repartir les mains vides, Zelba. Vous avez un petit cadeau qui va intéresser aussi notre ami Juan José Dorado, parce que quelqu'un qui tente sa chance, n'est-ce pas, Dorteux? Harcèlement sexuel au musée, Rubiales tente sa chance. Rubiales, rappelons-le, l'ancien président de la Fédération de football espagnole, qui a finalement démissionné après avoir agressé une joueuse. Merci Dorteux, merci Zelba. Merci et beaucoup. C'est l'heure d'accueillir une autre de nos amies qui va vous succéder à votre place. C'est notre amie Alix Van P. Bonsoir Alix, bienvenue à vous. Alors Alix, quand on regarde l'actualité comme vous chaque semaine, parfois on croit rêver. Et ce soir, c'est la raison pour laquelle vous nous emmenez, Alix, aux États-Unis, où une application de rencontre basée sur l'intelligence artificielle ne fait pas l'unanimité. Et oui, si demain, en voyage aux États-Unis, vous vous sentez seul dans les rues bondées de New York, vous pourrez toujours vous inscrire sur 2 applications célébrissimes, Tinder ou Happen, donc 2 applications basées sur la géolocalisation pour mettre en lien des célibataires. En général, les personnes qui sont inscrites sont célibataires sur ces sites. En général, à part 2-3 exemples. Mais ces plateformes révolutionnaires, il y a quelques années, semblent bien désuètes aujourd'hui quand on les compare à une petite nouvelle, une application américaine née il y a 1 an, qui s'appelle SciMatch et qui commence avant toute chose par scanner le visage de ses utilisateurs. Alors sur SciMatch,
on ne va pas vous faire croire que le physique ne compte pas. C'est pas comme ça dans la maison. Il compte tellement que l'application Amoureuse étudie, grâce à l'intelligence artificielle, la forme de votre visage, la distance entre vos yeux, la distance entre votre bouche et votre menton. Et en fonction de vos traits, la machine en déduit votre personnalité et elle vous met en lien avec d'autres visages, donc a priori d'autres individus, qu'elle juge compatibles avec vous. Et au-delà de 50% de compatibilité, on estime vraiment qu'il faut rencontrer la personne dans la vraie vie. Donc c'est indiscutable, c'est scientifique, hein, Alix? Eh bien, c'est en tout cas ce que prétendent les 2 sœurs américaines qui sont à l'origine de cette application. Elles disent qu'elles se sont basées sur une étude chinoise qui relie directement l'apparence à la personnalité. Mais vous vous en doutez, il y a quelques psychologues américains qui doutent de la véracité de cette théorie et qui estiment que ça se rapproche plus de la magie, du charlatanisme que de la science. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'application a été installée quand même par près de 5000 personnes dans le monde et elle illustre bien la compétition qui fait rage entre tous les vendeurs d'amour en ligne, entre Tinder, Happen, Bumble, Fruit, SideMatch, est-ce que j'en oublie? Je ne sais pas. C'est vrai. Eh bien voilà, toutes ces applications rivalisent de créativité et de technologie pour attirer le chaland, qui est de plus en plus rare, puisque l'année dernière, eh bien, le nombre d'inscrits sur ces grosses applications de rencontres a chuté. Et pour expliquer pourquoi ce nombre a chuté, une explication peut-être. Dans cet océan d'offres ultra technologiques, voire dystopiques, un petit peu comme cette application SideMatch, certains célibataires américains ont préféré déserter complètement les applications. Ils se présentent maintenant dans des documents écrits à l'ordinateur sur lesquels ils mettent leurs photos, ils écrivent un petit texte de présentation et quiconque voit leur profil qui est public sur Internet peut leur envoyer un bon vieil email s'il veut les rencontrer in real life, comme on dit, dans la vraie vie. Donc qui sait, l'application SideMatch entraînera peut-être le retour des petites annonces. Eh ben voilà, qui sait. Merci Alix. Un dessin de notre ami Dorthe. Oui, je l'ai trouvé grâce à l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce qu'il est con quand même. Eh oui, c'est aussi les dangers de l'IA. Merci Dorthe. On va maintenant retrouver un esprit facétieux et inventif. C'est l'incomparable David Castello-Lopez, l'homme qui pose des questions toujours très intéressantes. Ce soir, est-ce qu'un jour il y aura de nouveau des dirigeables dans le ciel ? Est-ce qu'un jour il y aura de nouveau des dirigeables dans le ciel ? Le 6 mai 1937, vers 19h, le Hindenburg, un dirigeable de 245 mètres de long, largue ses amarres à Lakehurst, dans le New Jersey. À bord, 97 passagers qui ont fait le voyage depuis Berlin. Au sol, un reporter de radio. Et puis tout à coup... Bilan, 35 des 97 passagers sont morts. Le monde est traumatisé et quelques années plus tard, les dirigeables disparaissent du ciel, définitivement concurrencés par les avions qui sont beaucoup plus sûrs et vont au moins 5 fois plus vite. Mais alors, est-ce qu'un jour les dirigeables reviendront? Eh bien, nous allons voir. Intéressant. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de raisons de les faire revenir. Les dirigeables sont beaucoup moins polluants que les avions, et contrairement aux avions, ils peuvent porter des charges très lourdes en vol stationnaire dans des zones difficiles d'accès, ce qui est super pour par exemple sauver des gens ou aller chercher du bois dans des forêts perdues. Depuis une dizaine d'années, de nombreuses startups se sont ainsi lancées dans la course aux dirigeables du futur. Par exemple Flying Whales en France ou Google aux États-Unis. Et pourtant, malgré toutes ces annonces, très peu de projets ont été menés à terme. Pourquoi ? Eh bien principalement à cause de 2 facteurs. Premièrement, le prix du gaz. Les gens ont encore trop peur de l'hydrogène qui a mis le feu à l'Hindenburg. Donc on lui préfère maintenant l'hélium. Le problème, c'est que l'hélium est un gaz rare, beaucoup plus cher que l'hydrogène, et donc très difficile à rentabiliser. Deuxièmement, contrairement à l'aéronautique, il n'y a pour l'instant aucune filière de formation de pilotes de dirigeables, ni aucune filière de maintenance. Le dernier survivant du Hindenburg, Werner Donner, est mort en 2019, à l'âge de 90 ans. Il n'a jamais vu renaître les dirigeables, et ce sera peut-être notre cas aussi. Intéressant. Eh ben oui, peut-être, qui sait. Merci David Castello-Lopez, c'était très intéressant comme étude. Merci à tous mes amis. Lundi à 20h05, vous retrouvez l'inimitable Elisabeth Quint, bien sûr. Nous, on se donne rendez-vous pour le club vendredi prochain et on va se quitter en musique, tiens, avec un clin d'œil à notre invité venu tout à l'heure rhabiller les statues de nus féminins du musée du Louvre. Il n'y a pas que les sculptures qui n'ont froid ni aux yeux ni ailleurs, il y a bébé aussi, nu au soleil. Tchuss.
au soleil.